Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là en grand nombre pour cette dernière rencontre donc de cette semaine, cette première semaine de la pop philosophie à Bruxelles qui, Jacques Serrano ne me démentira pas, était un vif succès je crois, et qui est en passe d'être pérennisé. Donc réjouissons-nous d'avoir un nouveau festival de philosophie, de pop philosophie à Bruxelles. Merci Jacques Serrano. Merci aux intervenants que je vais présenter tout de suite d'être là donc pour cette dernière rencontre consacrée à un objet pop, le téléphone portable. Vous savez que la pop philosophie, pour ceux qui veulent tous le savoir maintenant si vous avez participé à d'autres événements, c'est l'idée de cette philosophie qui se saisit d'objets de consommation du quotidien, d'objets parfois triviaux et dont elle révèle le sens à la fois profond, métaphysique, dont elle s'empare comme d'un objet très sérieux. Aujourd'hui, donc, le téléphone portable, cet objet, ce petit objet qui est en train de transformer notre rapport à l'espace, au temps, notre rapport aux autres, notre rapport au monde. Vous verrez avec les différents intervenants, nous allons essayer de parcourir cette transformation. Je vous les présente de quelques mots. D'abord, Maurizio Ferraris, à mon extrême gauche, que je suis très heureux d'accueillir ici. Donc je suis très heureux qu'il ait pu faire le déplacement depuis non seulement l'Italie, mais je crois via la Croatie, où il est en train de mettre en place la première rencontre intellectuelle entre des Croates et des Serbes. Maurizio Ferraris, vous êtes un philosophe important de la scène philosophique européenne, proche de Jacques Derrida, de Gadamer, mais je ne sais pas si vous êtes pop dans le sens orthodoxe du terme. En tout cas, vous associez votre exigence intellectuelle à une curiosité tous azimuts pour le monde environnant, et vous êtes un des premiers philosophes à avoir écrit un livre, il y a déjà près de 10 ans, sur le téléphone portable, qui s'intitulait très justement T.O. Ontologie du téléphone portable, chez Albin Michel, un livre qui n'a pas vieilli d'une ride, au contraire, on en dira quelques mots dans une minute. Vous êtes professeur à l'université de Turin, où vous dirigez le Centre international d'ontologie théorique et appliquée, tout un programme, et vous êtes le représentant d'un courant philosophique nouveau, qu'on appelle le nouveau réalisme. J'en dirais juste un mot, c'est l'idée que nous, après l'âge de la déconstruction, l'âge de l'herméneutique qui tendait à nous faire croire que nous étions enfermés dans notre culture, dans les textes, dans le langage, le nouveau réalisme soutient qu'on peut tout de même atteindre des choses du réel, se saisir d'objets du réel pour penser le réel, l'espace, le temps, etc. Un retour à l'ontologie classique, en quelque sorte. Deuxième philosophe, Pascal Chabot, à ma gauche. Vous êtes docteur en philosophie, diplômé de la Sorbonne et de l'ULB. Vous êtes un spécialiste de Simondon, auquel vous avez consacré votre thèse, mais aussi un film, Simondon du désert, chez Hors-Œil Éditions. Vous avez donc réfléchi avec Simondon à la technique comme moyen d'individuation. C'est le grand concept de Simondon, vous nous en direz peut-être quelques mots dans un instant. Après votre thèse sur Simondon, vous êtes tourné vers la danse, avec Michel Noiret au Théâtre National de Belgique pendant plusieurs années. Et vous avez publié 3 essais qui ont été remarqués par le grand public et pas uniquement par la critique académique. Après le progrès, en 2008, les 7 stades de la philosophie en 2011, et tout dernièrement, Global Burnout en 2013, un essai qui a fait mouche, si je puis dire, qui a touché, qui a saisi un phénomène qui est en train de faire irruption dans notre contemporain. C'est une maladie, c'est une pathologie du travail, l'explosion en vol des plus zélés des travailleurs d'entre nous. Vous nous direz peut-être en quoi est-ce que le téléphone portable est un des objets ou un des modes par lequel cette nouvelle pathologie du travail trouve accès à notre intimité la plus grande, et mélangeant d'ailleurs le professionnel et le privé de manière très surprenante. Enfin, pour ajouter un troisième regard sur le portable, Thomas Gunzig, que je remercie très vivement d'avoir accepté de se glisser entre 2 philosophes, lui qui est plus romancier et chroniqueur. Vous avez fait des études de sciences politiques, vous étiez libraire pendant plusieurs années à la librairie Tropisme, avant de devenir chroniqueur. Ceux qui se lèvent tôt l'entendent régulièrement à Matin Première avec votre café serré, où vous croquez vos invités, ou vous leur livrez quelques réflexions assez satiriques le matin. Vos textes, au titre surprenant, Situation instable penchant vers le mois d'août, À part moi, personne n'est mort, ont été primés à plusieurs reprises. Vous avez le prix Victor Rossel en 2001 pour Mort d'un parfait bilingue. Et puis votre dernier texte, Manuel de survie à l'usage des incapables, qui est un roman, touche par bien des aspects à notre réflexion d'aujourd'hui, puisque c'est un roman
un peu de science-fiction qui nous projette dans une société où l'ensemble des êtres, animaux, humains et choses, seraient numérisés avec des hybridations donc entre ces différentes catégories d'individus. Un roman donc en partie métaphysique, et donc c'est à la fois votre esprit romanesque mais aussi votre esprit un peu satirique et ironique qui sera ici convoqué. Mais peut-être pour mettre sur la table les éléments de réflexion philosophique que l'on peut commencer à élaborer à partir du portable, je demanderai à Maurizio Ferraris, donc, qui a écrit ce livre T.U. et qui soutient dans ce livre que le portable est le vecteur d'une transformation. Cet objet est un objet social total qui transforme totalement notre rapport à l'espace, au temps et aux autres. Je voudrais peut-être lui demander de nous livrer en 5-10 minutes un peu un état des lieux philosophique de cet objet, le téléphone portable. Merci. Alors, pour commencer, justement, vous avez dit une chose très importante. Le téléphone portable, c'est un objet pop. On peut se demander, et pourquoi c'est pop? C'est comme si, par exemple, vous savez, Descartes commence la première méditation, ce corps, ce papier, ce feu. Ah, le papier, c'est pop. Pourquoi? Parce que c'est un objet, etc. Ou bien, Heidegger a des passages bizarres, à un moment donné, commence à dire que dans l'engine diesel se cache l'histoire de la métaphysique, que c'est dire beaucoup. Alors, on dirait qu'il y a un moment où Heidegger fait de la pop-philosophie. Non, je ne crois pas. En général, la réflexion sur la technique pourrait être considérée... ça nous sonne un peu comme une chose, c'est de la pop-philosophie, mais on ne saurait pas dire pourquoi, justement. C'est-à-dire, c'est plutôt quelque chose qui regarde la vie de nous tous, c'est-à-dire comme on est affecté par la technique, et comme on sait très bien que la technique change nos vies, et pas seulement le portable, c'est-à-dire c'est depuis l'une des techniques les plus anciennes, c'est l'écriture, dont le téléphone portable, c'est une extension un peu surprenante, alors ça affecte nos propres vies. Et l'échange de façon... c'est pour ça que je dirais le réalisme, dans le sens que c'est l'objet qui nous détermine, on n'est pas omnipuissant par rapport aux objets, c'est l'objet qui change notre vie. Mais justement, pour donner une démonstration pratique et non préparée, juste c'est improvisé, ce qui fait peu de sérieux, mais peut-être ça peut valoir comme un argument philosophique. Avant de faire cette présentation, Martin Legros me dit, mais il serait beau si on essaierait d'être un peu plus rigolo. C'est une grande ambition, disons. Et toujours comme il s'agit de pop-philosophie, essayons d'être plus rigolos. Ne pouvant être plus rigolo que je ne suis, tout ce que je peux faire, c'est trouver des images, puisque pour une chose qui, avant, il y a 15 ans, aurait été surprenante, surnaturelle, et que maintenant c'est tout à fait banal, j'avais avec moi la clé USB de la présentation que j'ai donnée hier en Croatie, et c'était une présentation très sérieuse, c'est-à-dire il y a un moment où, exposant une théorie très ambitieuse, je ne veux pas dire juste, je dis ambitieuse et philosophique, j'ai commencé à utiliser le portable, c'est-à-dire l'exemple du portable pour montrer les caractères de la réalité sociale qui émergent du portable. Donc, si vous me permettez 5 minutes, pas plus, la partie centrale de la présentation où il y a les images. Pour, disons, justement situer l'objet philosophique, qui sait si je serais capable de faire quelque chose. Alors, voilà. Donc, on parlait d'Europe pour voir la... Non, mais il faut que... Voilà.
le contexte c'était un peu ample et qui a en effet un peu à faire avec Bruxelles puisqu'on parlait d'Union européenne, mais le moment... Ah oui, oui, justement, pour mieux expliquer, puisque j'ai montré, c'est curieux que par exemple, l'Europe c'est un objet qui était construit par des traités, et alors les eurosceptiques disent que l'Europe c'est l'empire belge, on peut dire ceci, puisque c'est quelque chose de construit à partir de documents, comme si c'était un mal. Et moi je disais non, toute la réalité sociale est construite par des documents et par des enregistrements, et l'objet extrême de cette construction de la réalité sociale par les documents, c'est justement le téléphone portable. Je vous épargne toute la partie d'arguments, contre-arguments que s'était présenté là-dedans, et je viendrai vite. Oui, vous pouvez imaginer que peut-être c'était intéressant, qui sait. Mais en tout cas, non, là, on peut commencer par ici. Alors, c'est une dame, c'est une nouvelle qui est parue, une dame qui a épousé son fiancé qui était mort l'année avant. Et ceci a été possible parce qu'il existe dans la législation française une loi qui s'appelle mariage posthume, qui suppose que si on a les documents prêts, on peut se marier même si l'autre est mort. On peut se demander quel est l'avantage d'un mariage posthume. Moi, je vois seulement l'avantage que ne suppose pas de divorce posthume, par exemple. C'est un acte absolu, un signe. Donc, mais si on fait le contre-exemple, imaginons un mariage entre malades d'Alzheimer, où tout le monde est malade d'Alzheimer, c'est-à-dire même une conférence entre malades d'Alzheimer, si vous voulez, c'est-à-dire supposer que nous tous sommes malades d'Alzheimer et que ces enregistrements ne marchent pas, etc. Évidemment, la conférence n'a pas eu lieu, puisque comme le mariage, c'est ce qui veut dire que s'il y a des enregistrements, alors on peut marier un mort. Tandis que s'il n'y a pas d'enregistrement, même le mariage entre deux vivants n'existe pas. Et là, on vient à l'objet. Ce qui est intéressant de cet objet, c'est son ubiquité, c'est partagé presque... Là, ce sont des images de l'époque où je commençais à m'intéresser au portable, ce qui veut dire presque il y a 10 ans. Et vous voyez qu'effectivement, c'est une ubiquité intéressante et quasiment religieuse. Par exemple, il y a cette dame tibétaine qui aurait labora, c'est-à-dire en même temps, elle prie en bougeant comme ça et elle travaille peut-être, qui sait, avec le portable. Or, je voudrais vous faire remarquer une chose. Là, ce sont des images d'il y a 10 ans où les gens parle surtout avec le portable. C'est-à-dire l'activité fondamentale avec le portable, c'est de parler. Que c'est l'origine du portable. Au fond, le portable, c'était parfait. Lorsqu'il est surgi, on avait un téléphone sans fil, où on pouvait parler n'importe où, et même avec n'importe qui. C'est-à-dire, c'est une photo vraie. Ensuite, j'ai découvert un bref texte de Jacques Derrida qui commente cette photo, mais je ne savais pas que... donc, c'est historique, existe. Il y a quelqu'un qui est resté chez soi et dit, quand tu vas là parler, alors fais-moi parler aussi à l'absolu. Et donc, là, c'est l'origine du portable. Alors, comment ça se fait que si tu as une machine à parler, et donc, vous savez la prophétie que s'est passée
le siècle passé, qu'allait disparaître l'écriture, tout allait disparaître, puisqu'il y aurait simplement le téléphone, la radio, etc., etc. Et comment ça se fait que la chose se transformait très vite dans une machine à écrire, c'est-à-dire les photos qu'on a vues sont vieillies, puisque les gens maintenant ne parlent pas toujours. Il y a aussi des différences ethniques, si vous voulez. Il y a des endroits où les gens parlent de plus et d'autres où personne presque ne parle pas, écrit seulement. Et alors, la machine à parler se transforme en une machine à écrire, mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle se transforme dans une machine à enregistrer. C'est-à-dire, dans nos portables, on a des archives. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas comme on peut imaginer un téléphone rudimentaire, mais c'est une bière à forme de portable au Ghana. C'est tout un artisanat existant. Voilà, on fait même des bières à forme de Cadillac, de bouteilles de Coca-Cola, etc. Mais on peut se demander pourquoi se faire enterrer avec dans un portable, et là c'est une énigme auquel je ne donnerai pas de réponse. Mais il se trouve cependant qu'il y a des gens qui se sont fait enterrer avec le portable. Et par exemple, Tony Curtis s'est fait enterrer avec son portable. Alors c'était son iPhone 3. Alors on se demande pourquoi, puisqu'on sait très bien que l'iPhone 3 a une batterie qui ne dure pas longtemps. En plus, peut-être que ça ne prend pas, et pour terminer, tu es mort, donc tu ne peux plus parler. Alors, pourquoi se faire enterrer avec le portable? Et là, on a la résolution de l'énigme du portable comme objet social absolu, puisque comme le pharaon, il avait dans son portable toutes les relations de sa vie. Donc, comme le pharaon qui se fait enterrer avec les papyrus, avec toutes les... Il se fait... En plus, apparemment, la cérémonie s'est passée à Las Vegas, dans un hôtel qui s'appelle Memphis. Donc, la perfection égyptienne de la chose est faite. Avant de terminer, dernière image, puis... et là c'est aussi intéressant, c'est un tombeau à forme de portable un peu ancien maintenant, ils auraient mis un Galaxy, mais c'est beau puisque ça donne cette image d'ouverture, de dialogue immédiate et qui donne justement une dimension plus métaphysique, plus sérieuse à la question fondamentale, t'es où? Puisque finalement, il y a un sens que tu veux que je sois, mais dans un autre sens, qui sait, etc. Voilà. Merci Maurizio d'avoir donné le ton et respecté la préconisation d'être drôle. Avant de faire réagir les deux autres intervenants, il y a une dimension que je voudrais ajouter dans votre analyse qui me semble très, très, très forte. Donc il y a une dimension ontologique, on l'a compris, le portable n'est pas une machine à parler, et il est devenu une machine à écrire qui enregistre, qui porte trace de tous les événements sociaux auxquels nous participons, à travers des photos, à travers des mails, à travers notre compte en banque, etc. Et puis il y a une deuxième dimension dans votre diagnostic que je trouve très très forte, qui est un diagnostic plus, pas ontologique, mais plus moral ou plus social. Vous partez de l'idée que le mobile nous mobilise d'une manière nouvelle et qu'il y a une sorte de mobilisation nouvelle. Et je voudrais peut-être, juste pour le faire comprendre sans mots difficiles, peut-être que vous racontiez cette petite histoire que vous m'avez racontée de ce cadre qui se fait mobiliser de manière totalement surprenante par son téléphone. Oui, justement. Et là, c'est une expérience que peut-être arrive à tout le monde. Et ça se place très bien, par exemple, dans le soir entre le samedi et le dimanche. Vous savez que c'est le soir traditionnel, c'est-à-dire ce soir. C'est traditionnellement consacré au repos. Mais imaginez quelqu'un qui se réveille à 3 heures du matin et regarde quelle heure est-il.
comme il n'a plus d'horloge, il regarde sur le portable et découvre qu'il y a une mail qui est arrivée. Comme il est désormais éveillé et peut-être anxieux, il lit le mail, c'est une chose un peu urgente de travail, commence à répondre, ce qui veut dire qu'il est en train de travailler à 3 heures du matin dans la nuit entre samedi et dimanche. Ce qui est bizarre, c'est qu'autrefois, lorsque sont parus le premier portable et le premier ordinateur, il y avait cette publicité optimistique où il y avait quelqu'un sur le bord d'un lac canadien avec l'ordinateur, c'était toujours en vacances. Non, tu es toujours au travail, même là où tu ne devrais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours au travail? Le fait de justement être rapporté en archive. C'est-à-dire, imaginez une situation très ancienne pour nous, mais qui est banale et qui existait il y a 15 ans. Quelqu'un, n'ayant pas de portable, sort le matin à 8 heures, va n'importe où, rentre chez lui à 8 heures du soir, et imaginons que pendant toute la journée, le téléphone a sonné. Mais comme il n'était pas là, il n'est responsable de rien. Maintenant, à la fin de cette soirée, disons, vous sortirez et vous allez allumer à nouveau vos portables, ou bien peut-être que la plupart n'a pas allumé, par exemple. Maintenant, comme on écrit, on peut tranquillement écouter et écrire en même temps. Qu'est-ce qui apparaîtra? Apparaîtra une liste de gens qui vous ont appelé, de gens qui vous écrivent. Vous êtes hyper responsabilisés et tous ces gens attendent une réponse. Ce qui n'était absolument pas le cas des autres. Il ne m'a pas trouvé, je n'étais pas là. Ok, ça a donné des plots narratifs différents. Par exemple, être en train signifiait être complètement coupé du monde, puisque les films de Hitchcock, le type qui sait quelque chose mais ne peut pas sur le train. Puisque, au contraire, maintenant, c'est être plus branché que jamais. Alors, ce fait que quelque chose d'écrit nous oblige, c'est la mobilisation totale, et on sait très bien, par exemple, que l'Internet, à l'origine, l'email a été un instrument militaire, c'est-à-dire la possibilité de transmettre des ordres dans le cas d'attaque nucléaire aux États-Unis. Le président devait avoir cet engin pour transmettre les ordres. On sait très bien que la transmission de l'ordre écrit, c'est toujours l'origine de la mobilisation, puisque tu es responsable. Tu as l'ordre écrit, tu dois l'exécuter, ou bien tu seras exécuté. Et maintenant, la chose se passe normalement avec le portable, donc d'où l'ambiguïté, puisqu'ils te disent en même temps que tu as le monde dans ta main, ce qui est vrai, mais tu es dans les mains du monde. Merci Maurizio. Je voudrais maintenant demander à Pascal Chabot et Thomas Gunzig si l'analyse que fait Maurizio Ferrarist rencontre leur usage éventuellement personnel du portable. Est-ce que vous avez le sentiment d'être requis, mobilisé? Est-ce que vous avez un usage abondant du portable? Est-ce que vous tentez de vous discipliner par rapport à cette nouvelle mobilisation? Pascal Chabot. Merci d'abord de l'invitation, merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Par rapport à cette question plus personnelle, moi je pense que j'ai un usage assez standard du téléphone où les appels, les SMS sont triés en 3 catégories. Chouette, zut, ou bien on veut me faire travailler. C'est plutôt ça. Et je pense que comme toute personne, je suis profondément ambivalent, profondément ambigu par rapport à cette technologie, qui est une technologie absolument fabuleuse et qui concrétise un des mythes les plus anciens de l'humanité, et qui est parvenu effectivement à matérialiser ce désir. Et puis une technologie qui, je pense qu'on va en parler aussi, peut effectivement être astreignante, intrusive, fatigante ou dépersonnalisante
différentes. Mais en voyant certaines des images de Maurizio Ferraris qui montre finalement la présence du portable dans toutes les cultures, je me dis que c'est véritablement l'objet mondial. C'est l'objet qui a réussi à se mondialiser, et ce désir de mondialiser ou de mondialisation finalement dans l'humanité a été tenté plusieurs fois et d'une certaine manière a échoué plusieurs fois. On a tenté d'universaliser la langue grecque. Alexandre le Grand, c'était ça tout de même, faire une Grèce aux dimensions du monde, mais la langue grecque était trop difficile pour qu'elle puisse être effectivement universalisée. On a tenté d'universaliser la morale chrétienne. Catholicos, ça veut dire universel. Mais pour toute une série de raisons, cette mondialisation a échoué. Alors que la morale chrétienne est plus facile, plus primitive que la langue grecque. On mondialise par la technique actuellement. C'est encore plus facile et ça marche encore mieux. Donc plus on a des objets primitifs, c'est-à-dire il suffit de parler dans l'appareil, plus la mondialisation est possible. Mais tout le paradoxe, c'est que cette primitivité de l'objet, finalement, de l'objet technique, qui assure sa diffusion planétaire, que ce soit dans des zones alphabétisées, non alphabétisées, de telle ou telle obédience, c'est vraiment l'objet qui relie tout. Mais il le relie grâce à quelque chose qui techniquement est prodigieux et qui est le standard. C'est vraiment le standard, ce sont les protocoles. Donc pour moi c'est vrai que c'est un objet social, mais c'est aussi un objet technique. C'est aussi un objet technique au sens où il y a un noyau concret, fondamentalement concret, qui permet que les protocoles se fassent de telle façon. Thomas Günzig, quel rapport avez-vous d'abord personnel au portable, et puis comment réagissez-vous à cette vision à la fois de l'idée d'une mobilisation et de l'idée de porter avec soi la totalité de sa vie presque? Alors tout d'abord, je présente mes excuses au public. Je ne suis pas philosophe, donc je n'ai pas construit une pensée synthétique et éclairante comme ça. Et après, je n'ai pas préparé le sujet, donc je n'ai pas fait mes devoirs. Donc j'ai pas vraiment ni opinion ni raisonnement. Mais alors mon rapport, c'est que il n'est pas du tout discipliné. Donc je m'abandonne complètement à l'usage de mon portable avec joie et bonheur. Mais c'est vrai que je suis pas, j'ai l'avantage de ne pas être employé. J'ai pas de patron, j'ai pas de directeur qui m'envoie des emails la nuit pour me demander si j'ai fini un travail. Donc généralement, les messages que je reçois, c'est soit des messages d'amis ou de camarades, soit des messages de gens avec qui je travaille, mais toujours des travaux que moi j'aime bien, des travaux que j'aime bien, hein, des travaux, voilà. Donc c'est généralement pour me dire que quelque chose a fonctionné ou pas. Enfin bon, bref, c'est pas quelque chose qui m'enjoint de commencer à faire quelque chose alors que j'ai pas envie de le faire. Et de toute façon, je m'autorise aussi à mentir beaucoup, à dire que j'ai pas capté, que ma batterie était plate, ou qu'il n'y avait pas de réseau, ou que je l'avais oublié dans la voiture. L'oubli dans la voiture est une bonne excuse d'ailleurs, je l'ai oublié dans la voiture. Donc, mais voilà, et de toute façon, je trouve que ma vie est bien plus heureuse aujourd'hui que j'ai un portable plutôt qu'avant, parce qu'avant, quand je me retrouvais tout seul dans des assemblées comme ça, dans des réunions où j'avais rien à faire, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir les deux mains le long du corps et avoir l'air idiot. Maintenant qu'il y a des portables, les portables connectés, en plus c'est fantastique, on peut aller sur Twitter, on peut aller sur Facebook, on peut faire semblant d'être très occupé avec son portable, même faire semblant de parler, comme ça, quand on a vraiment, on a une raison d'être dans une foule, hein, on a l'air moins idiot quand on fait semblant de parler que quand on n'a rien à faire et qu'on n'a pas d'amis dans le coin. Et donc il y a une sous-question que je n'ai pas mémorisée. Et non, est-ce que vous avez pas le sentiment tout de même que justement le portable, vous parliez d'ennui, aujourd'hui en effet, quand on est seul, désœuvré, avant il y avait le monde. Aujourd'hui, quand on est désœuvré, qu'est-ce qu'on fait? On sort le portable, c'est-à-dire qu'on est, on est moins exposé à l'ennui et donc peut-être à ce que la solitude peut enclencher de réflexion. Non, mais je vais faire de la philosophie. Il y a deux types de solitude. Il y a la bonne et mauvaise solitude. Voilà, la bonne solitude, celle qu'on a choisie. J'adore aller marcher dans la montagne tout seul et puis me perdre un peu comme ça. Et là, j'ai pas de portable avec moi. Enfin, si j'en ai un, parce que si je tombe dans une crevasse, c'est quand même embêtant.
voilà, mais cela dit, je ne le sors pas de ma poche et je me promène, voilà. Mais la solitude qu'on n'a pas choisie quand on est au fin fond d'un salon du livre au Québec et que c'est horrible et qu'il n'y a personne qui vous adresse la parole et que vous ne voulez pas être là et que vous pensez à votre fiancé, à vos enfants, c'est formidable d'avoir un portable pour pouvoir les contacter. Voilà. Pascal, pour poursuivre dans cette idée tout de même, malgré le ton joyeux et rassurant de Thomas Gunzig, dans votre livre consacré donc au burn-out, vous écrivez ceci: les automates aujourd'hui ne sont pas autonomes, ils ont besoin de nous, ils nous requièrent, les communications nous accaparent, nous soumettent à l'accélération de la cadence, à la généralisation d'une société de contrôle. Est-ce que vous avez le sentiment que le portable est un des éléments qui a été déclencheur? Le burn-out est contemporain du portable, même si dans votre livre vous montrez qu'il remonte à très très loin. Peut-être nous dire un mot de cette généalogie du burn-out et en quoi est-ce que le portable intervient dans des facteurs comme le burn-out? Pour moi, il est certain qu'il y a concomitance entre l'arrivée de cette pathologie qu'est le burn-out et notre civilisation technologique, et que cette concomitance n'est pas fortuite. Je la traite comme une pathologie de civilisation. C'est vrai que naguère, il y avait déjà, bien sûr, un rapport de pénibilité au travail, et il y avait aussi des épisodes qui, dans la vie de certains individus, pouvaient être décrits avec le même tableau clinique, disons que les cas de burn-out, avec un sentiment de fatigue, de dépersonnalisation, de lassitude très important. Il y en a un qu'on connaît bien chez les moines du Moyen-Âge, on l'appelait l'acédie, akidia, devenir froid, dans un système qui promouvait la ferveur, tandis que le burn-out, c'est l'incendie dans un système dicté par une raison instrumentale qui est quand même assez froide. Et c'est vrai que beaucoup de psychiatres, beaucoup de psychologues témoignent que la destruction du portable est très souvent un des symptômes qui accompagnent la déclaration des burn-out. Destruction par éclatement contre les murs, destruction par noyade, destruction par oubli simplement, destruction dans les sanitaires, ce qui est toujours moins courtois pour les plombiers, mais enfin bon, quelque chose, un acte violent, terriblement violent par rapport à cet objet qui, malgré sa neutralité, puisque les objets sont neutres, c'est tout l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui, c'est finalement de tempérer l'affect, l'émotion, et peut-être de pouvoir aussi, cet objet qui a priori est neutre. On sait bien que malgré cette neutralité, cet objet-là est aussi, pour certains, parfois, le cordon ombilical qui le lie à une organisation. Certains le comparent alors plutôt au bracelet du prisonnier. Il y a toute une série de métaphores différentes, mais enfin, il est de l'ordre du devoir. Il est de l'ordre du devoir, il est de l'ordre du rappel à l'ordre de ce qui doit être fait. Doit être fait, en latin, c'est agenda. Devant être fait, c'est... le mot agenda vient de là, ce qui doit être fait, simplement. Et donc ce devoir est là. Ce devoir est là, il est relativement impersonnel, mais il n'en est pas moins puissant. Et je pense que cette dimension tout de même d'intrusion dans la sphère privée, où vous en parliez, Maurizio Ferraris, d'intrusion par-delà les frontières du temps entre vie professionnelle et vie privée, est quelque chose que nous vivons tous. Alors certaines mettent très bien les limites, et mettre des limites est un art à cultiver. D'autres n'ont pas toujours soit cette aptitude, c'est le cas le moins fréquent, soit cette latitude, puisqu'il y a quand même quelque chose dans les technologies qui fait que nous sommes joignables, et nous devons l'être. Donc c'est vrai que moi je peux avoir un rapport très ludique par rapport à ces technologies, mais elles sont présentes, elles sont très présentes dans les cas de burn-out. Finalement, enfin pour ne pas être trop long,
La manière dont je l'explique, c'est que ces technologies sont des technologies auxquelles nous devons nous adapter. Un nouveau logiciel, tout le monde du travail est fait d'adaptation. Des contraintes temporelles, nous nous adaptons. L'humain s'adapte très bien, l'humain s'adapte parfaitement, c'est de tous les mammifères, celui qui s'est adapté le mieux et qui a d'ailleurs soumis tous les autres. Cependant, nous adapter à un environnement professionnel, à des accélérations de communication, n'est pas un but en soi. Nous nous adaptons pour nous réaliser, nous nous adaptons pour être heureux. C'est-à-dire que nous transmuons quelque chose qui est de l'ordre d'une souffrance d'adaptation à quelque chose qui est de l'ordre d'une réalisation de soi, d'un bonheur. Et dans le cas de burn-out, c'est vraiment très souvent ce passage qui ne se fait plus de l'adaptation à la réalisation de soi. Et on a l'impression de courir après le temps ou simplement de courir et de faire du ping-pong avec les communications sans que profondément le psychisme soit présent. Donc, trouver un rapport correct, un rapport sain, sans diaboliser l'objet, mais enfin en sachant quand même qu'il est un nœud. Maurizio Ferraris, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que cet objet est neutre? Parce qu'il me semble que dans votre analyse, il y a cette idée que la vie sociale attendait en quelque sorte cet objet qui, puisque pour vous la vie sociale n'existe que si elle peut être trace peut-être en être prise, trace écrite, trace photographique, trace administrative. Donc la vie sociale attendait un objet qui puisse porter trace de toutes nos rencontres. En même temps, donc c'est quelque chose qui vient répondre à un besoin ontologique presque. Nous avons besoin de prendre note de ce qui nous advient avec les autres. Et pourtant, même si ça répond à un besoin, c'est un besoin qui en même temps prend des dimensions totalement pathologiques tout de même, quand nous ne pouvons plus aller au musée sans voir des gens qui prennent photo de ce qu'ils voient plutôt que de le regarder, quand nous ne pouvons plus assister à un événement sans que les gens se sont obligés de justement acter avec cet objet ce qu'ils sont en train de vivre. Donc où est la limite entre la neutralité éventuellement technique de cet objet et le passage à la limite que l'on en fait? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je trouve que c'est difficile de trouver la limite. Le problème, c'est justement c'est où la limite. Le téléphone répond à des besoins, mais il faut répondre au téléphone, pour ainsi dire. Et donc, cette exigence, cet être au téléphone, c'est compliqué. Je veux dire, par exemple, je ne suis pas... Il y a toute une tradition qui voyait dans la technique quelque chose comme une perversion de la nature humaine. Je suis tout à fait pas d'accord. La technique est une révélation de la nature humaine. Aristote disait que l'homme est un animal doué de langage. Le téléphone portable le démontre d'une façon... disait que l'homme est un animal social. Les Facebook et les social networks le démontrent d'une manière... S'il n'y avait pas un besoin, donc ce n'est pas une perversion, mais c'est une révélation ouverte de ce que nous sommes. Peut-être même de choses que nous ignorons d'être, puisque, par exemple, il y a eu, durant des années, au début du siècle, le message qui disait « Maintenant, on va arriver à la vidéophonie, vidéophonant que tu vas t'apporter ». Ça n'a pas marché, mais pour des raisons banales. Parce que c'est une irruption très forte dans notre intimité. En plus, ça supposerait que les gens hurlent en se regardant comme ça. Imaginez dans un train les gens qui utilisent cet objet. Donc, parfois, et par contre, personne n'imaginait, même des compagnies de téléphoniques, quand on a mis les SMS, que... l'usage des SMS du texto aurait supéré l'usage du vocal. Mais dès que ça existe, on voit très bien pourquoi. Puisque, par exemple, les traces, c'est plus concis, ça donne plus de possibilités de mentir, justement. Il y a toute une série d'avantages, même de ne pas faire entendre sa propre voix, et donc ça devient plus facile, non simplement mentir sur où on est, mais mentir sur l'état d'âme dans lequel on est. Donc c'est un avantage.
Donc, la limite est difficile et aussi, je trouve que ce que fait cette technique, ce n'est pas seulement de faire passer la limite entre le travail et le non-travail. Au fond, si vraiment les travaux classiques, on savait quand est-ce qu'on travaillait, parce qu'on était dans un endroit où il y avait des outils techniques qui étaient finalisés au travail. Maintenant, il y a un seul outil technique qui est toujours avec nous et qui est utilisé en même temps pour le travail et pour le non-travail, ce qui fait tomber la distinction. Même la distinction entre privé et public. Et là, c'est par exemple, je trouve un problème des social networks, puisque c'est de plus en plus commun qu'il y a des gens qui font des gaffes terribles et qui se détruisent complètement la réputation avec des propos de table ou de bar que s'il était dit simplement comme ça, bar, en plus en buvant, il va oublier, les autres vont oublier puisqu'ils sont ivres, le jour suivant, rien n'est arrivé. Par contre, il y a le type qui fait une déclaration supposons, négationniste, et qui est d'une immensité, et ça est perçu par qui le dit comme quelque chose de semi-privé, dit entre amis. En effet, c'est publié sur la première page du New York Times. Et même des gens qui, par exemple, seraient surveillés en parlant à la télé ou à la radio, perdent cette surveillance dans les social networks qui en effet peuvent circuler bien plus, surtout si tu as fait une gaffe terrifiante. Tu passeras le reste de ta vie à demander pardon et ça ne sera pas assez puisque ça reste. Justement, sur cette dimension je voudrais rester un instant sur cette dimension de la technique comme objet neutre. Moi, il me semble tout de même que il n'est pas certain que la philosophie a longtemps pensé que la technique n'était justement pas du tout neutre. Et je voudrais, au bénéfice de cette objection, vous soumettre les premières pages du roman de Thomas Gunzig, qui me semble très juste et profondément heideggerienne. Excusez-moi, Thomas, si... voilà. Donc ce roman s'ouvre sur une pêche à la baleine, une chasse à la baleine digne de Moby Dick. Un vieux capitaine qui n'a jamais trouvé la baleine et qui était proche de sa retraite trouve enfin à se confronter avec le squale, la baleine, l'animal sauvage. Et voilà ce qu'il se passe. Le capitaine poussa un cri et arrêta le treuil d'un coup sec. Son expression avait changé, de profondes rides barraient son front. « Putain de merde », dit-il en regardant la baleine. Tout le monde regarda. « Putain de merde », répéta-t-il. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe » demanda Wolf au Français. Le Français se pencha un peu plus. « Je ne sais pas. » Puis le capitaine se tourna vers ses hommes. Il avait l'air au bord des larmes. « On ne peut pas le pêcher. Il y a un numéro de série. » Wolf se pencha, essayant d'apercevoir où il avait pu voir un numéro de série. Il était bien là, près de l'aileron, en chiffres gris clair, surmonté d'un code barre. « C'est quelle marque » demanda l'Allemand, trempé de sueur par l'effort qu'il venait de fournir. « Nike » dit le Français en indiquant le swoosh, la très reconnaissable virgule inversée sur le flanc du rorqual. « Merde, ce sont des eaux de pêche ici. Qu'est-ce qu'elle fout là » gémit le capitaine. Ce que cette baleine Nike faisait là, personne n'en savait rien. La réponse la plus probable était qu'elle avait dû foutre le camp de là où elle devait se trouver normalement. Ce qui était certain par contre, c'est qu'elle n'avait aucune valeur marchande. Son code génétique était déjà sous copyright et personne n'allait donner d'argent pour ça. Plus tard, les yeux fermés sur sa couchette, après 5 heures de travail, Wolf revoyait sans cesse l'image du regard de la baleine. Le regard le plus doux et le plus triste qu'il ait vu, bien plus triste et bien plus doux que celui que Cathy lui avait lancé quand elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus continuer à vivre avec lui. Wolf pleura longuement, mais en silence, il ne voulait pas déranger.
dans ce passage qui est assez saisissant, parce qu'il est précédé de 4-5 pages où on assiste à cette chasse à la baleine. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort, le lecteur est d'ailleurs très surpris, sur cette idée que la technique, ce n'est pas un objet neutre, et la nouvelle technique de numérisation du monde, dont le portable est un vecteur très très fort, c'est plutôt un arraisonnement du monde. C'est-à-dire que la baleine, la sauvagerie de la baleine, tout d'un coup, quand on fait de baleine, c'est un objet technique, c'est un objet incorporé au dispositif capitaliste et technique. Et donc, je ne sais pas si c'était l'intention du romancier à travers ce premier paragraphe, mais il est saisissant, c'est-à-dire que, oui, peut-être que les objets techniques comme le portable, et demain, avec le portable, quand vous serez devant une ruine athénienne, par exemple, eh bien, vous pousserez sur le code-barre de la ruine et tout le temple se remettra en forme devant vous sur votre portable. Ce rapport-là au réel, ce rapport technique au réel, d'un raisonnement technique, il est tout de même inquiétant. D'abord, je voudrais demander à l'auteur qu'est-ce qu'il a voulu signifier par ce passage, et puis demander au philosophe de réagir à cette interpellation sur la neutralité supposée de la technique. Ce que j'ai voulu faire simplement, c'était que j'ai voulu pousser un tout petit peu plus loin cette réalité dans laquelle on est déjà maintenant, qui est la mise sous copyright du vivant. C'est des choses auxquelles on assiste avec les OGM, etc. Et on sait qu'il y a le blé, le maïs ou le riz qui sont sous copyright, en tout cas certains modèles de blé, de maïs ou de riz. Ce qui peut présenter des avantages, comme rendre ce blé ou ce maïs plus résistant à cette maladie, et comme inconvénient de le rendre stérile. On sait qu'on va vers des recherches, on le fait déjà maintenant, avec dans l'élevage, des cochons, des poulets qui vont grandir plus rapidement et mieux résister à cette maladie que des poulets qui ne sont pas sous copyright, qui ne sont pas génétiquement modifiés. Et ce que j'ai simplement fait, c'est imaginer que l'entièreté du vivant pouvait être à ce moment-là mis sous copyright, et que les humains, en tout cas une certaine partie des humains, à savoir les femmes, pouvaient être aussi, moyennant certains avantages et moyennant certains inconvénients, elles sont stériles les pauvres, être mis sous copyright. Voilà, c'était aussi une petite idée sur, ça c'est une question philosophique, sur la possibilité de la liberté dans notre monde, qui est complètement exploré. Il n'y a plus de terre sauvage où on peut aller se perdre, il n'y a plus de... la vie commence à être elle-même mise sous copyright, et donc elle a perdu sa sauvagerie, quoi. Et c'est vrai que l'idée était que la liberté absolue restait encore de pouvoir se suicider, donc de mourir. Évidemment, dans le bouquin, c'est pas possible dans la mesure où la vie après la mort a été rachetée par Ikea, ce qui pose évidemment un problème. Voilà. Maurizio Ferraris, on imagine, il y a des projets, je crois, de fusionner aujourd'hui le numéro de sécurité sociale avec le numéro de téléphone portable. Et nous aurions un numéro qui nous suivrait de la naissance à la mort à travers le portable. Est-ce qu'il n'y a tout de même pas là des risques de sorte de capture de la singularité individuelle par et dans les objets techniques? Ça c'est d'un côté la continuation, le prolongement de quelque chose déjà existant, puisque si on imagine l'histoire de nos documents, ont toujours des origines contingentes, c'est-à-dire autrefois on n'avait pas de documents. On devait avoir des documents comme un passeport, une lettre, si on devait abandonner son propre pays. Autrement, tu pouvais vivre sans documents, et jusqu'à pas tellement de temps, en Angleterre, on n'était pas forcé d'avoir un document. Puis, le nombre de documents est cru, et maintenant, c'est accru. Et maintenant, ce n'est pas bizarre. Déjà le Social Security Number aux États-Unis était quelque chose qui était né pour une raison et qui s'est transformé dans un système d'identification. Tout à fait naturellement, déjà le numéro, il y a eu une sentence de l'Union européenne garantissant qu'on peut transporter, comme on dit, son numéro de portable, qui veut dire ça devient ton identité. Si tu changes la compagnie, tu peux garder ton numéro de portable. Là, c'est, selon moi, le moment où on dit ça devient ton identificatif. En plus, on peut imaginer une évolution, c'est-à-dire on sera
identifiés par des codes à barres, ce qui au reste déjà existe lorsqu'on s'embarque et on met son portable, on est comme la baleine. Et en plus, avec moins de sauvegarde que la baleine, puisque on peut nous tuer, bien qu'on a des codes, tandis que la baleine, non. On est moins protégé que la baleine. Mais voilà, c'est effectivement non simplement une... alors, quelle est la conséquence pour faire vite? Sans doute la disparition du secret, puisque si toute action est codifiée, si tu as ce code, et là aussi, d'un côté, par exemple, il deviendra très difficile que de ne pas payer les impôts. Et comme Italien, je suis content, puisque comme vous savez, c'est un grand problème dans l'évasion fiscale. De l'autre côté, deviendra impossible la moralité, puisqu'on sera toujours sous les yeux de ce code à barres omniscient et omnipuissant, et alors c'est toujours de travailler avec la police qui te regarde comme ça. Donc ce n'est pas de la moralité, c'est de la peur. Pascal Chavaux, est-ce que tout de même l'idée de neutralité résiste à l'objection romanesque de Thomas Gunzig, mais aussi l'objection aujourd'hui, le portable est le premier objet médiateur de la surveillance généralisée dont nous sommes l'objet, en Belgique en particulier, semble-t-il. Est-ce que vous maintenez cette idée d'une neutralité, que c'est un objet qui est ouvert à tous les usages, au meilleur comme au pire, et qui n'a pas son propre usage incorporé en lui? Moi, je suis un farouche opposant à cette idée que la technique est neutre. Je pense que quand on dit que la technique est neutre, c'est qu'on veut nous vendre quelque chose, fondamentalement. Elle n'est absolument pas neutre. D'abord, bon, en termes de communication, on dit le média, c'est le message. C'est vrai, vous écrivez à la plume longuement, ou bien vous écrivez sur des vieilles Remington comme Hemingway, comme Steinbeck. C'est à cause du bruit de leur Remington qu'ils avaient une saccade dans l'écriture, et ceux qui composent des fictions avec un autre type de technique vont transformer, simplement parce que c'est physique, vont transformer leur type de message autrement. Ça, c'est la première chose. La technique impose notre manière de communiquer. Mais deuxièmement, ce qui se passe, c'est que ces objets qui sont vus comme des objets de communication, les portables, les ordinateurs par exemple, constituent pour moi une révolution énorme dans l'histoire de l'humanité pour une raison, c'est parce qu'ils ont des horloges internes. Et ça, on le voit trop peu. On se dit c'est des machines à communiquer, magnifiques, etc. Non, c'est des outils, c'est des instruments de temps, d'abord. Tout ordinateur est doté d'une horloge qui séquence les tâches à faire et ça c'est pour moi tout à fait révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité, qui utilise un temps à rebours. Le temps de l'informatique, le temps de l'électronique, le temps du GSM, de tous vos outils, tous vos instruments électroniques peut-être, c'est le temps qui reste pour faire une opération. L'humain ne pense jamais comme ça. Quand quelqu'un vous apostrophe en vous disant voilà le temps qui reste, c'est d'habitude assez négatif. Le temps pour nous, c'est le temps de la conscience, c'est le temps de la liberté, c'est avoir au plus profond de soi le temps. Je pense que le temps est profondément la liberté. Mais ces outils-là sont des outils qui sont équipés d'horloges internes qui ne sont pas simplement des dispositifs qui disent le temps qui existe, mais qui s'organisent autour d'un temps qu'ils sont en train de contrôler. Ça fait 30 ans, 35 ans que les horloges internes sont à ce point développées. Je crois qu'on est au tout début. Je crois qu'on est au tout début de cela. Et quand on parle de l'intelligence des machines, je pense qu'il ne faut absolument pas la voir par rapport à des actes qu'elles seraient capables de faire en étant programmées. Pour moi, elles sont déjà très intelligentes et magnifiquement intelligentes. Je ne suis pas du tout technophobe, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe avec ces outils. Elles sont déjà intelligentes en tant qu'elles parviennent à programmer leur propre temps. Le problème est que programmer leur propre temps est aussi très souvent programmer le nôtre. Et là, on bascule.
Et là, on bascule dans quelque chose qui est effectivement fondamentalement une question sur la liberté, une question qui a tout à fait des échos avec la question de Thomas sur la numérisation du monde, qui est finalement la question du règne de la quantité, du chiffre, du devenir nombre de la planète. Et c'est vrai que les humains se demandent toujours, mais où sont les qualités quand tout devient quantitatif? Où sont les qualités? En fait, c'est comme s'il y avait deux types de progrès. Un progrès utile, celui du technocapitalisme, celui qui est celui de notre univers technique, où tout va aller vraisemblablement de plus en plus vite, parce que ce monde-là, la quantité du technocapitalisme, c'est un monde où on garde trace de tout, et gardant trace de tout, on se donne des moyens de ne pas réinventer les choses. Nos enfants, actuellement, héritent de microprocesseurs qui n'auront absolument pas à réinventer. Ils devront simplement les réactiver et les incorporer à une nouvelle histoire technique pour aller beaucoup plus loin. C'est un immense capital, un capital économique, mais aussi un capital technique. Il faut aussi voir la technique comme un capital. Toutes les découvertes qui ont été faites en électronique, en médecine, etc., ne doivent plus être réinventées. On est, disons, à la pointe. On est des nains sur des épaules de géants. Et ça, c'est le temps technique. C'est le temps technique et qui est un temps que je trouve abyssal, exponentiel et sûrement en accélération. Tandis qu'un autre type de temps, c'est le temps des humains, mais c'est le temps subtil, c'est le temps cyclique. Nous vivons dans le temps cyclique, nous le savons. Nous croissons, nous devenons adultes, et puis nous nous apprêtons au pire. Enfin, on le sait. C'est le contrat tacite, mais il y a quelque chose de cyclique dans ce temps-là. Comment les deux temps se nouent, se marient, c'est pour moi la question. Mais dans cette question-là, on ne peut pas dire que la technique est neutre. Elle résonne, elle modifie fondamentalement. Avant de vous céder la parole pour quelques questions, je voudrais interroger nos trois intervenants sur un dernier élément qui est la dimension culturelle du portable. J'ai la chance d'avoir un Italien, des Belges. Est-ce que déjà le nom que l'on donne au portable indique une modalité différente de l'usage? Est-ce qu'en Italie, c'est Telefonino, je crois, petit téléphone? Est-ce que vous avez un peu parcouru les différents usages différenciés que l'on peut faire d'un portable? Je dis ça à la suite de la réflexion qu'on vient d'avoir. Est-ce que c'est un objet technique qui impose ces usages, quels que soient les types de cultures dans lesquelles on se trouve, ce que vous sembliez indiquer en ouverture de conférence, ou est-ce que tout de même, il y a une capacité en Belgique, on dit GSM, je ne sais pas, est-ce que je m'interroge plutôt portable, est-ce que cette appellation technique est une manière de nous rappeler ces utilisateurs au fait que c'est un objet technique et que ce n'est pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des variations techniques, linguistiques, culturelles du portable? Alors, moi je trouve que, d'abord, le portable, effectivement, en italien, on dit telefonino et c'est un nom faux, typiquement faux, puisque ce n'est pas un téléphone plus petit. Pratiquement, on n'a plus rien à faire avec le téléphone. Donc, cette paléonymie, comme, je ne sais pas, il arrive souvent dans les objets techniques qui sont appelés pour des fonctions qui ne sont plus c'est vrai. Ça existait, c'est-à-dire lorsque on a inventé l'aspirine, on imaginait que ça avait une fonction contre la fièvre, on n'imaginait pas que ça aurait aussi des avantages pour le cœur, qui sait. Donc ce sont des choses existantes. Il y a en effet, il est vrai, c'est que ce que vous avez dit sur le fait que la technique n'est pas neutre. L'exemple le plus visible, c'est, vous savez, la balle de fusil, le parabellum. C'est amusant puisque ça dérive du mot latin si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est significatif que c'est une balle de fusil puisque dès que tu as préparé la guerre, tu dois utiliser tout ce que tu as préparé. Donc, il y a quelque chose qui est intrinsèque dans la technique qui nous dirige. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est si vous voulez, des choix de techniques. Là, ce sont des expériences tout à fait empiriques. Le portable, comme objet absolu, existe partout. Mais par exemple, déjà, le tablet et le Kindle.
qui sont apparemment très proches, mais en effet sont des choses différentes, puisque le Kindle, c'est justement un livre que tu t'apportes, et le tablet, par contre, c'est quelque chose qui t'interdit de lire, puisque en principe, tu pourrais lire un livre sur le tablet, mais pendant que tu le livres, t'arrivent des messages, des choses, donc tu n'arriverais jamais à la fin du livre. Par exemple, j'ai remarqué que en Italie, tout le monde dans le train, tout le monde a le tablette. Tandis qu'en Allemagne, très rarement les gens ont des tablettes et il y a beaucoup de monde avec le Kindle, lisant ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que il y a des cultures différentes qui vont sélectionner le type de technique qui est plus apte à représenter ces cultures. C'est-à-dire, là, c'est une culture de l'intériorité, là, en Italie, plutôt de l'extériorité, donc je crois que c'est ça. Mais, justement, dans le cas du portable, ça existe. Il n'y a pas un portable pour allemand et un portable pour italien. Donc, là, on s'arrange comme on peut. Thomas, est-ce que vous croyez qu'il y a une déclinaison belge particulière du rapport au portable? Je n'en sais absolument rien. Non, je ne sais pas, ça c'est vraiment une question qu'il ne faut pas me poser. Je me sens tellement pas spécialiste en la matière. Je ne sais pas pourquoi on dit GSM et pourquoi on dit cellulaire aux États-Unis et portable en France. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je crois que la segmentation n'est pas belge, luxembourgeoise, quoi, mais elle est économique. Elle est économique, elle est portable à combien d'euros, remboursée par une entreprise ou pas, à quel type d'abonnement, il se fait là la segmentation. Et je crois que les segments sont alors transculturels. Jean-Boutil, c'est comme ça que je répondrais, parce que c'est vrai qu'entre les... Je réponds comme ça aussi, oui, je peux faire ça. Non, mais... Très bien, je crois qu'il y a un micro qui doit normalement être prêt, donc n'hésitez pas à soulever vos objections, vos questions, vos réflexions. Oui, bonsoir. Donc, Ah, je crois que c'est pas allumé. je ne me mets pas assez près. Voilà. Donc, moi, je suis étonnée d'une discussion philosophique sur le portable qui ne pose pas la question éthique, qui pour moi est fondamentale. Il y en a deux. Il y a une part, c'est l'électrosensibilité. Donc, évidemment, vu l'engouement du portable et le fait que c'est un grand plaisir pour nombre de personnes, il y a une tendance dans la société à nier le fait que des personnes puissent être électrosensibles. Et je trouve que fondamentalement, c'est très grave au niveau éthique. Surtout que cette électrosensibilité se retrouve non pas seulement en Europe, mais également dans des pays où les soucis, comme en Afrique, où les soucis sont très 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 graves. Donc c'est pas du tout une petite phobie comme ça de gens qui n'ont pas de soucis. Et l'autre problème, c'est par exemple, il n'y a pas longtemps, ici en Belgique, pour équiper la ville de Mons, par exemple, on a débloqué 3 millions d'euros. Par contre, il n'y a pas une étude qui a été faite sur le Wi-Fi et c'est possible influence sur le mécanisme biologique. Il y en a plein qui ont été faites sur les ondes radioélectriques, donc jusqu'au GSM. Puis on a vu que ça posait problème, puisqu'on voyait qu'effectivement il y avait des effets biologiques. Alors il n'y en a pas qui ont été faits parce qu'on n'a pas de sous, évidemment, et puisque ça ne rapporte pas. Par contre, l'argent débloqué pour installer la 3G ou la 4G maintenant, on le sort. On sort cet argent-là pour faire continuer de l'économie, mais pas pour peut-être se poser la question d'une prévention pour la santé. Je crois que ce sont deux questions éthiques aussi qui ont à voir avec la philosophie. Merci. Il me semble que c'est davantage une question de santé qu'une question éthique, mais est-ce que... Oui, on a compris votre question, on a compris, on va y répondre. Est-ce que, Maurizio, vous avez des réponses à faire sur la dimension sanitaire Je trouve que vous avez raison, en effet, c'est plus qu'une question
intrinsèquement philosophique. C'est une question politique, par exemple. C'est quelque chose sur laquelle il faut s'exprimer au point de vue médical et éventuellement prendre des remèdes politiques, prendre des normes politiques sur ce type de sujet. La philosophie a encore moins à dire que dans d'autres sujets. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond de la salle. Bonsoir. Dans notre lycée français, on va faire en fait un article sur les smartphones et le fait qu'ils développent une certaine égocentricité avec toutes ces applications pour se prendre en photo et les envoyer ou à nos amis ou les mettre sur internet à la vue de tous. Et on voulait vous demander justement si justement ça développait oui ou non l'égocentricité. Voilà, toujours comme philosophe, je connais un tas de philosophes qui sont par exemple graphomanes, qui manifestent une égocentricité très élevée qui s'est manifestée bien avant le portable. Il est vrai par ailleurs que justement la possibilité technique augmente cette situation. Moi je suis personnellement très stupéfié du fait qu'il y a des gens qui publient sur les social networks le plat qu'ils sont en train de manger. Et c'est une pratique intéressante. Et peut-être en y réfléchissant, je dis non, mais c'est bien, ce n'est pas égocentrique, ça implique une condivision. Donc peut-être que ce sont seulement des préjugés, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, on ne pouvait pas photographier ce qu'on était en train de manger et l'envoyer dans le monde. Mais alors, plus sérieusement, il est vrai qu'on est en train de voir une série de contraintes, et moi j'ai fait une liste de catastrophes liées en tant qu'exemple éminent de technique. Mais il est vrai aussi qu'il faut imaginer, par exemple, que la vie avant le portable, ce n'était pas l'Éden. Et justement, on avait des philosophes égocentriques. Le Stirner a écrit son livre sur l'unique bien avant le portable. Donc, on a une littérature faite de tragédies, histoires très triste. Madame Bovary était triste, évidemment. Elle était triste, et ça était avant le portable. Sans le portable, peut-être avec le portable, la chose aurait évolué bien plus vite et de façon bien plus compliquée, multiple, que comme c'est passé, mais elle était triste. Oui, d'ailleurs, Pascal, Thomas, c'est peut-être une question aussi que j'aurais voulu vous demander. Est-ce que vous imaginez que les schémas romanesques vont bouger avec le portable? J'imagine, je crois que c'est Umberto Eco qui dit que de nombreux romans d'amour ne peuvent plus s'écrire aujourd'hui du fait du portable. L'amoureux transi qui voit passer sa belle alors qu'il est dans le tram peut la joindre aujourd'hui par portable, et donc c'est plus possible d'imaginer une fin tragique et ridicule comme ça. Est-ce que vous croyez que les scénarios romanesques vont bouger? Est-ce que vous, par exemple, il y a des situations qui sont devenues ininventables du fait du portable ou qui ont bougé à cause du portable? Les émotions en général dont on parle quand on écrit un roman, l'amour, la haine, et toutes les émotions intermédiaires seront toujours un peu les mêmes. Maintenant, dans le scénario et la finesse de la mise en scène des choses, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer, mais le scénariste peut toujours imaginer
C'est un menteur professionnel, donc il peut toujours imaginer que juste à ce moment-là, le portable n'a plus de batterie ou qu'il n'a pas de réseau. Voilà, c'est des problèmes qu'on contourne quand même très très facilement. Il y a très facilement moyen de se passer d'un portable dans un scénario quand on veut pas le voir. Et puis par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre probablement aussi des possibilités de nouvelles histoires. Il y a beaucoup de... il y a quelques années, quand les portables ont commencé à fleurir un peu partout, il y a eu des séries de films qui ne se basaient que sur cette nouvelle technologie. Hein. Il y a un truc qui s'appelait... je ne sais plus. Enfin bref, il y a des choses qui se passaient uniquement avec des téléphones portables, des otages qui sont pris dans des coffres de voitures et qui peuvent communiquer avec l'extérieur en secret, ou soudain un téléphone sonne, ou quelqu'un qui est enterré sous terre se sert d'un portable. Donc c'est beaucoup plus, je trouve, un nouveau champ d'exploration scénaristique qu'une contrainte. Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose à la question? Oui, par rapport à l'égocentrisme, je pense que c'est une assez bonne question. Ouais, j'aurais fait une petite nuance. Bon, c'est ça la philosophie, c'est utiliser les seuls outils qu'on ait, qui sont les mots, pour en faire des nuances. Entre égocentrisme et narcissisme, je crois que l'égocentrique, il développe son ego pour lui. Il développe son ego pour le plaisir d'avoir un ego. Il est égotiste, parfois, comme Stendhal, comme d'autres écrivains dont vous avez parlé. On est plus dans les outils du paraître, dans les actualisations de profils, etc., dans les outils narcissiques, c'est-à-dire dans un plaisir, pas de son ego, mais de l'image de son ego. On est plus dans ce monde-là. Alors, c'est certain que les outils narcissiques favorisent le narcissisme, mais bon, c'est pas fatal. Je pense qu'il ne faut pas toujours prendre ça trop au sérieux, mais il y a un rapport à l'image de soi, bien sûr, qui est important. Le problème, c'est quand les choses font bulle, quand les choses isolent, quand les choses finalement sont comme une atmosphère protectrice autour de l'individu. Moi, il me semble que le portable a vraiment, c'est une intuition, a vraiment remplacé le paquet de cigarettes. Et il a un peu la même fonction. D'abord, dans les poches, il prend exactement la même place. Et la cigarette, pour tous ceux qui ont adoré fumer, la cigarette crée une bulle autour de l'individu. C'est une bulle très, très agréable par rapport, qui est une sorte de coupure par rapport à l'environnement et qui d'ailleurs fait en sorte qu'on est peut-être un petit peu moins dans le corps, mais on est assez il n'y a pas besoin que la cigarette soit trop chargée pour ça, mais on est plus dans le psychique. Je crois que le portable, c'est aussi ça, c'est aussi un petit peu l'art de ne pas être là où on est, l'art de ne pas être là où on est, l'art de quitter la présence pour être dans quelque chose qui est beaucoup plus mental. Et nous devenons des mammifères de plus en plus mentaux, me semble-t-il, des mammifères pour qui l'esprit, tout ce qui est noétique, devient de plus en plus important. Dans la communication, on dit tout de même que le non-verbal, les gestes, c'est environ 50-55% du message. Simplement, la posture, nous communiquons avec nos corps. Bon, c'est certain que à partir du moment où on communique de plus en plus uniquement avec nos esprits et avec ce que de nos esprits nous parvenons à écrire en 24 signes ou 110 signes, je ne sais pas, bon, on est, vous disiez, dans une révélation, peut-être une sélection. Peut-être une sélection. Donc, Maurizio, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste une chose. Ce n'est pas exactement l'esprit, puisque parmi les numéros, les nombreux noms du portable, il y a cet étrange anglicisme allemand qui dit Handy, qui suppose qu'à faire avec la main. Et c'est diffusé. Et toutes les régions qui sont culturellement dépendantes de l'Allemagne disent Handy. Moi, j'ai remarqué que, par exemple, en Croatie, on dit Handy. Et c'est toujours, on dirait c'est anglais. Non, c'est allemand, puisque ce sont les Allemands qui disent Handy. Et c'est le fait que Aristote disait que la main est l'utile des utiles, puisqu'elle peut faire toutes les choses. Et donc, le nom, c'est vraiment bien trouvé. Il faudrait faire la liste
des objets qui ont été remplacés par le portable, puisqu'il y a des choses banales, c'est-à-dire l'horloge, le livre, le journal dans le train, donc on s'ennuie plus, puisque dans les longs voyages, il fallait aller chercher des journaux abandonnés pour... Maintenant, Mais par exemple, même des objets rares qui sont tout à fait, je disais, le paquet de cigarettes, et la place du portable maintenant est la même qui était celle du paquet de cigarettes, mais par exemple, pour rester un thème aristotélicien, en Grèce, vous savez qu'en Grèce, il y a cette curieuse habitude, il y avait cette habitude du komboloi, qui était cette espèce de rosaire pour tenir les mains, s'occuper les mains. On dit c'est pour arrêter de fumer. Non, puisque ce n'est pas un cas que tous les Grecs veuillent arrêter de fumer, et même avant l'invention du tabac, puisque c'est précédent. Il y a cet usage. Et en voie de disparition à cause du portable. Puisque les mains maintenant sont occupées, tout le monde a les mains occupées par le handy et n'a plus besoin du komboloi. Donc c'est quelque chose de vraiment lié à la matérialité dans ce cas, de besoin de tenir les mains occupées, pour ainsi dire. D'autres questions? Oui. Une question plus spécialement pour M. Chabot. Vous établissez une corrélation donc entre le portable et les burn-out. Est-ce que vous iriez également jusqu'à dire qu'il pourrait y avoir un lien entre le portable et cette quasi-explosion d'autres formes de mal-être, je pense aux états dépressifs, parce qu'on entend quand même pas mal dire dans le milieu de la santé mentale qu'on est à une époque où on n'a jamais autant communiqué, on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui, mais qu'on n'a jamais aussi mal communiqué. Et donc vous y avez peut-être déjà un peu répondu en faisant allusion à cette partie non verbale de la communication. Voilà, donc je voulais avoir un peu votre sentiment par rapport à ça. Merci pour cette question qui est assez vaste et qui met quand même en jeu plusieurs dimensions. Donc, vous parlez de maladie mentale, vous parliez de dépression. C'est vrai que... Oui, de solitude, etc. Donc on est tout à fait dans une autre sphère, me semble-t-il, que celle du burn-out, et je crois qu'il est plus sain d'établir une frontière, une sorte de frontière entre burn-out et dépression, même s'il y a des burn-out qui peuvent se transformer en dépression. Mais enfin, beaucoup ont dit, bah oui, un burn-out ce n'est jamais qu'une dépression, mais c'est la stratégie pour dire finalement qu'il y a un déni de responsabilité de la part de l'organisation et que le problème est uniquement individuel. Donc pour moi, il y a quand même une frontière entre les deux. Mais solitude, dépression, le gros problème, le tout gros problème pour moi sous-jacent à cette question, c'est que on ne peut pas faire de comparaison en histoire. Je veux dire il y a plus d'isolement aujourd'hui que hier, il y en a moins. C'est une chose qui, pour moi, me semble extrêmement difficile à dire. Il y a différentes formes. Il y a des isolements qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus radicaux, et c'est vrai que c'est peut-être plus dur d'être radicalement isolé dans une grande ville que dans une hutte, sans doute. Cependant, est-ce qu'on voit véritablement une croissance de ces cas de maladies mentales lié plutôt à quelque chose qui serait de l'ordre du blues, du spleen? Est-ce qu'il y en a davantage que dans les années 50, dans les années 20, etc. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, et peut-être est-on également dans une société qui, heureusement, est davantage une société du soin, une société qui prend en compte les fragilités, et une société qui met des mots sur ce qui auparavant aurait été l'état de quelqu'un un peu délaissé, un peu marginal, dont il vaut mieux ne pas s'occuper. Alors communique-t-on plus mal? C'est aussi pour cela que j'avance le problème de la comparaison. Pour moi, les comparaisons sont impossibles dans l'histoire, radicalement. Il y a trop de paramètres. On ne peut comparer que ce qu'on isole. On peut comparer le PNB à tel moment, mais pour ce qui est du bien-être, du bonheur, etc., c'est difficile, même dans une vie privée. Je veux dire, comparer les époques, c'est incomparable puisque c'est des âges différents. On sait bien quand on a été franchement malheureux, et peut-être on sait qu'on
qu'on a été ou qu'on est plutôt bien dans sa basket. Mais globalement, la comparaison est vraiment difficile. Et communique-t-on plus mal qu'avant? Ça, j'en suis pas sûr. Ça, j'en suis pas sûr, et je trouve tout de même que les dispositifs technologiques dont on bénéficie sont fabuleux parce que et fabulateur aussi, mais parce qu'ils multiplient évidemment les possibilités. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup plus de temps différent, une sorte de polychronie qui est positive. Certains communiquent plus mal, bien entendu. Mais là, on est dans la neutralité de l'outil. Oui, il faut savoir s'en emparer et il faut savoir faire ce qu'on n'attend pas d'eux aussi. Mais ma réponse n'est pas excellente à votre question, mais votre question est difficile. Oui, bonjour. Bonsoir. Alors, il y a deux questions que je trouvais intéressantes. C'était la première qui est la question du privé, du public, où est-ce qu'on la possibilité qu'on ne peut plus se cacher finalement, où il y a un côté où on peut être trouvé très facilement, par exemple au Mali, dans les guerres, où l'outil du mobile est le premier outil qu'on va utiliser. Et donc, et aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Hollande, où justement ils avaient les fichiers, donc il y avait une possibilité de trouver les juifs très facilement. Donc ça, c'est une question que je trouve intéressante de savoir comment est-ce qu'on peut se protéger dans le futur, ou est-ce on a une tendance dans le futur que le fait que tout soit tellement ouvert que finalement on s'autoprotège dans notre société ou dans nos sociétés. Une deuxième chose, c'est la question du handy, où le portable devient une extension du corps. Et finalement, où on commence à réfléchir aussi à utiliser cet outil qui augmente nos possibilités directement. Et où on commence à réfléchir vraiment comme cet outil, comme une extension du corps, et à carrément en faire des implants dans le futur. Donc, voilà. Très bien. On pourrait même lier vos deux questions en disant est-ce que dans son discours de la servitude volontaire, la Boétie interpellait le peuple en disant le tyran n'a que deux mains, n'a que deux pieds, mais c'est avec vos mains, avec vos pieds qu'il vous surveille inlassablement. Et comme si le corps du tyran était en fait la démultiplication des corps des individus. Est-ce qu'on n'a pas dans le portable, justement, avec c'est un outil de servitude volontaire, c'est-à-dire que nous mettons, Facebook en est l'exemple paradigmatique, nous mettons, il ne faudrait plus parler de surveillance, mais on parle de sous-veillance, nous surveillons en permanence et nous mettons nos mains et nos pieds à la disposition. De quel tyran s'agit-il? Je ne sais pas. Comme on parle de tyran, la question c'est toujours philosophe. Non. Je ne sais pas, en ce sens que si on dit que la vie sociale est une tyrannie, on peut très bien dire que la vie sociale est une tyrannie, alors c'est une servitude volontaire. Naturellement, il faut nuancer, c'est-à-dire il y a une différence entre la soumission totale et heureuse à l'injonction qui vient de la technique, pour le dire d'un terme heideggerien, et des usages alternatifs, des limitations qui sont toujours possibles. Ce n'est pas une fatalité, la technique, je veux dire. Ce n'est pas, puisque, par exemple, déjà à Nuremberg, il y a eu la tentative des responsables de la Deuxième Guerre mondiale de dire « Ah non, vous voyez, c'est qu'il y avait la radio. La radio marchait très bien, nous, on recevait les ordres et faisait... exécuté. Alors, justement, le juge disait, mais alors vous aviez simplement des facteurs très bien payés. Vous n'étiez pas des généraux. Mais finalement, il y a toujours cette tentative de dire que la technique est une destinée, une fatalité. Moi, je crois qu'on peut réagir en utilisant, non utilisant, mais
par exemple, justement, le public, le privé, on sait très bien que tout est contrôlé. Et je crois qu'aucun État jamais s'interdira d'accroître son propre pouvoir à travers le contrôle. Ce serait ce qui, on peut dire en plus, c'est que le contrôle n'est pas seulement étatique, mais c'est des compagnies qui n'ont rien d'étatique, qui n'ont pas de moyens de contrôle, qui n'ont pas de parlement qui délibèrent, qui font des normes, etc., et qui ont des connaissances sur nous que nous n'avons pas. Donc, ce qu'on peut faire quand même, par exemple, c'est réfléchir sur, et là je dirais, si vous me permettez, servitude volontaire, on est dans un moment où la privacité est quelque chose de perçu comme une valeur très importante, et en même temps, il y a cette auto-exposition sur le social network qui est immense. Bien évidemment, surtout parmi les jeunes gens, c'est peut-être irréfléchi. Ça, on discute de cette chose, mais tu ne sais pas que la photo que tu mets en ce moment ici t'accompagnera peut-être durant toute ta vie. Donc là, c'est une chose qu'on peut éviter, puisque ça rentre entre les devoirs de l'éducation et la responsabilité du sujet. L'autre chose, c'est le pouvoir, là, aura toujours ce système de contrôle. Encore une chose sur le handy. Oui, on pourrait imaginer un handy incorporé, une espèce de pistorius, non pas pour les jambes, mais pour la main. Ce n'est pas exclu que ça arrive. Oui. Merci. C'est un peu dans le prolongement de cette question, mais je ne suis pas philosophe, donc je vais essayer de poser ma question le plus clairement possible. C'est lié au fait que, dans ma perception, j'avais cru comprendre que l'homme avait toujours créé des outils pour prolonger son corps et que on en est maintenant au prolongement du cerveau, donc on est au prolongement au sens où tous les outils concrets sont au cerveau global, enfin, ont abouti plus ou moins à un cerveau global. Et j'avais cru comprendre aussi que c'est plus ou moins le mythe qui est poursuivi par l'homme depuis le début, c'est d'arriver à une sorte de connexion instantanée, comme un retour à quelque chose qui est une idée de fusion, donc proche d'une... Je ne sais pas si c'est un état régressif, justement c'est bien ma question. Est-ce qu'on en est maintenant où on a atteint le stade où on est tous connectés, ce qui pourrait être lié à l'idée de noosphère, mais malheureusement ce qu'on produit n'est pas forcément super intelligent au démarrage, et on est peut-être au balbutiement de quelque chose où on commence par être dans notre phase de régression où tout ce qu'on a à montrer c'est assez basique, et qu'au fur et à mesure qu'on évoluerait dans cette sphère où on est tous connectés, on arriverait vraiment à produire une intelligence globale. C'est une question. C'est évidemment la grande question, la question de l'intelligence globale. Effectivement, prolongement du corps et prolongement des cerveaux maintenant, ce sont les deux lignes directrices, à laquelle j'ajouterais quand même une ligne fantasmatique. L'homme a beaucoup fantasmé. Il y a un très beau texte de Francis Bacon qui date de 1520, environ 1520-1530, où il dresse la liste des progrès futurs, des progrès à faire. Ce texte est prodigieux, parce que il y a dans ce texte les intitulés de tous nos laboratoires contemporains. Et c'est pas uniquement prolonger le corps et prolonger le cerveau, c'est aussi réduire la fatigue, c'est aussi créer des matériaux de synthèse, c'est aussi avoir une chimie qui permette de contrôler le développement des plantes, c'est aussi plus ou moins des choses qui annonceraient des nouvelles espèces, des transgénèses, etc. Donc, Bacon est tout à fait visionnaire de ce point de vue-là. Et on n'est pas uniquement dans le prolongement du corps et dans le prolongement du cerveau, on est dans le désir de créer une seconde nature.